Et donc je me suis dit, je suis un amateur, je connais rien en cuisine, je connais rien dans l'électroménager, etc., dans les recettes. Je vais tester ça en tant que monsieur tout le monde et je vais donner mon avis et les gens vont voir d'eux-mêmes si c'est simple ou pas à reproduire, à tester, à utiliser et si ça vaut le coup d'être acheté ou non, puisque on voit ça partout sur les réseaux en ce moment. Je suis beaucoup dans l'innovation, j'aime beaucoup découvrir les nouveautés, ce qu'on n'a jamais vu ailleurs. C'est vraiment mon critère principal et c'est d'ailleurs aussi comme ça que j'ai évolué, notamment sur TikTok et Instagram où maintenant je fais aussi des formats courts de produits donc innovants qui ne sont pas forcément disponibles en France, donc que je ne peux pas tester ou alors qui ne sont pas encore sortis puisqu'ils sont en cours de financement participatif sur les plateformes comme Kickstarter ou Indiegogo. Mon invité du jour est né en Bretagne en 1994. C'est un créateur de contenu vidéo. Il a commencé sa carrière sur YouTube en 2011 avec une chaîne dédiée au gaming sous le pseudo Zelvac. Ça vous donne quand même un bon indice sur l'identité de mon invité. En 2016, il a lancé une nouvelle chaîne de vidéo de Crash Test qui a depuis rassemblé 1,2 million d'abonnés et cumulé un total de 246 millions de vues. Il est aussi très actif sur Instagram, sur TikTok, bref, sur toutes les plateformes. Il a participé aussi à un talk show diffusé sur Fun Radio, une radio que tout le monde connaît. Il a aussi publié un livre en 2018 qui s'appelle 50 DIY pour toute la famille. En 2022, il a lancé un projet nommé Sudico. C'est un CRM dédié à faciliter la vie des agents et de leurs talents. Salut Alexandre. Bonjour, sacré résumé. Ça va ? Ça va très bien, très heureux d'être ici. Ça te fait quoi d'écouter ta vie défiler là en 15 secondes ? Ça surcharge le cerveau et encore il reste quelques informations que je n'ai pas encore divulguées. Bah oui, tu vas les divulguer chez moi, bien sûr. Évidemment. Et non, j'aurais pu aller encore un peu plus loin dans la présentation. Parmi les vidéos les plus populaires sur YouTube, on trouve notamment fabriquer du chewing-gum, fabriquer une bouteille comestible et j'essaye une spatule anti-point noir. C'est vrai. Ça marche, hein, c'est les spatules anti-point. C'est les trucs qu'on voit, les pubs là sur Insta et tout. Est-ce que ça marche ? Tu as bien raison de le mentionner. Alors, ça ne marche pas. Disons que c'est pas recommandé, on va dire, par les dermatologistes. Et en revanche, ça marche très bien en publicité. Et il se trouve que cette vidéo en particulier et d'autres que j'ai pu tester comme des brosses à dents en forme de U, Y, etc. ont été reprises sans mon autorisation par de nombreux dropshippers pour faire la promo de ces produits que je n'ai pas forcément validés dans mes crash tests sur YouTube. Donc ça m'a valu quelques petits problèmes. Tu veux dire qu'ils ont sélectionné quelques petits extraits qui les arrangeaient bien, c'est ça ? Et tout le reste, ils l'ont supprimé. Exactement. Et puis, du coup, j'apparais régulièrement dans des publicités sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Ces fameux produits. Comment tu fais pour lutter contre ça ? Tu les signales ? Comment tu fais ? C'est souvent des entreprises un peu opaques, il n'y a pas les mentions légales, c'est du dropshipping, on va dire de bas de gamme, pas du tout dans les clous, avec des pratiques douteuses comme tu peux le constater. Donc difficile, on va dire, de faire quelque chose pour ça. En gros, ce que je demande, c'est quand la communauté le voit, signalez-le pour moi et avec l'effet de nombre, ça disparaît. De même. T'es pas en relation directe, toi, avec les plateformes, avec Insta, TikTok, etc. Peut-être que tu pourrais si tu leur signalais, toi, directement, ils pourraient faire une modération manuelle, on va dire. Disons qu'en tant que créateur, on a souvent ce qu'on appelle des talent managers chez les différentes plateformes, TikTok, Instagram, etc. Pas tout le jour, pas tout le temps. C'est souvent par programme, puisqu'il y a tellement de créateurs maintenant qu'ils limitent, on va dire, leur offre d'accompagnement à 6 mois, par exemple. Et au-delà, il faut faire appel au support et puis ça passe d'un service à l'autre. Disons que ce n'est pas leur priorité. Ils ont de plus gros chats à fouetter en termes de modération. Ouais. Parce que même quand on a 1,2 million d'abonnés sur YouTube, on n'est pas encore dans les priorités des talent managers de YouTube. Non, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de chaînes qui atteignent ce chiffre et je pense que les équipes sont relativement réduites. C'est pas non plus des grosses équipes, c'est par pays et en France, c'est assez limité effectivement. Ok. Ouais, donc c'est vrai que j'ai été retargeté par cette fameuse brosse à dents en forme de U. Oui, alors il faut se brosser les dents 3 minutes, mais en moyenne, les Français se brossent les dents 45 secondes. On a inventé le produit miracle, etc. Donc ça... Alors,
Je tiens quand même à faire la distinction parce que les pauvres, il y a le produit, on va dire, chinois que j'ai testé et qui ne marchait absolument pas. Ça faisait des petites vibrations, mais ça nettoyait absolument pas les dents. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais il y a une invention française qui est passée notamment dans l'émission Qui va être mon associé, qui s'appelle Y-Brush. C'est ça que j'ai vu. Que je n'ai pas encore testé, mais qui semble quand même de meilleure qualité. Donc voilà, il y a différents types de produits quand même. Moi, je parle vraiment de la version chinoise qui n'a pas de marque, qui est vendue en marque blanche par des dropshippers. Oh bah, faut tester la version française. Moi, j'ai hâte de voir ça. Je veux pas non plus les mettre dans l'embarras. T'as raison. Il y a quand même des gens qui bossent très très bien et de manière très sérieuse et qui en font la pub sur Instagram. C'est vrai. Si on revient sur le début de ton parcours, tu as commencé sur YouTube en 2011, dis donc, c'était il y a 12 ans. Et tu faisais du gaming. Tu nous racontes un peu tes premiers pas sur YouTube? Déjà, t'avais quel âge? 94? 17 ans. Voilà. Moi, comment je suis rentré dans le milieu de la création de contenu, c'est assez simple. J'étais tout simplement lycéen, donc je regardais des vidéos sur YouTube comme tout le monde à l'époque, les podcasts, le gaming, etc., etc. Et beaucoup de gaming, notamment du Minecraft. C'était le début de ce jeu-là qui a commencé à émerger à ce moment-là. Je me suis lié avec des créateurs et je me suis rendu compte que visionner des vidéos de jeux vidéo à l'époque sur YouTube, c'était pas idéal dans le sens où beaucoup fonctionnaient par saison, et c'était des séries en fait, comme sur Netflix, saison avec épisode 1, épisode 2, etc. Voilà, qui se suivaient. C'était pas des épisodes, des vidéos séparées qui n'avaient aucun lien les unes avec les autres. Donc j'ai commencé par l'entrepreneuriat. J'ai créé une plateforme de jeux vidéo. Avec d'une part cette fameuse organisation en saison, épisodes, etc. et émissions. Au lieu d'avoir des chaînes qui rassemblent des vidéos, j'avais des séries. Et à côté de ça, il y avait aussi une partie live où il était possible de faire du jeu vidéo. Donc c'était un YouTube Gaming ou un Twitch un peu avant l'heure, sauf qu'on n'hébergeait pas les contenus à cette époque. C'est-à-dire que les vidéos restaient, elles, sur YouTube, mais vous les organisiez. Voilà, on avait une interface différente, une présentation différente pour s'y retrouver plus facilement, effectivement. Donc j'ai lancé ça en 2012, en janvier 2012. Et le premier mois, on a eu 81 000 utilisateurs inscrits. Pas mal. Parce que les 25 plus gros YouTubeurs gaming de l'époque avaient tous publié une vidéo YouTube, teaser et bande-annonce de la sortie du site, et ils étaient tous présents sur la plateforme. Donc il y a eu un gros effet. Comment t'as fait pour les convaincre? Je sais pas, je suis peut-être doué en présentation de produits. Non, en fait, je pense que tout simplement l'idée leur parlait parce que à l'époque c'était vraiment pas pratique. Après, YouTube a sorti YouTube Gaming, etc. Ça s'est un peu amélioré. Et donc ça a plutôt bien marché. Pour alimenter cette plateforme, je me suis moi-même mis à faire des vidéos pour donner l'exemple, entre guillemets, et pour alimenter effectivement le site. Et la petite histoire, c'est que dès le premier mois, j'ai reçu une offre de rachat d'un gros site de jeux vidéo en France. Donc, c'était l'année de mon bac. Du coup, je me suis dit, il y a quelque chose, je vais continuer ça. Donc, j'ai créé officiellement... Tu as refusé l'offre? J'ai refusé l'offre. J'ai intégré un accélérateur à Paris qui s'appelait l'Accélérateur. C'était leur première édition. Et j'ai passé mon bac, mais au lieu d'aller dans les études supérieures, j'ai déménagé de Bretagne à Paris pour continuer cette aventure. Tu as eu ton bac? J'ai eu mon bac, option art. Et j'ai continué cette aventure entrepreneuriale. Malheureusement, j'étais trop jeune, j'avais pas du tout les épaules pour gérer une boîte, faire des levées de fonds, tout ça, c'était pas fait pour moi à l'époque. Et donc, mon entreprise n'a pas survécu, mais parallèlement, la chaîne YouTube que j'avais créée pour alimenter mon site web a explosé parce que j'ai sorti des concepts d'émissions sur Minecraft qui ont pas mal marché et qui marchent encore aujourd'hui, qui sont toujours utilisés malgré que j'ai arrêté cette chaîne. Alors, tu vas nous parler de ces concepts, mais juste avant, pour bien comprendre, c'était quoi le business model de cette boîte ? C'était de la publicité classique. L'idée, c'était de mettre de la publicité avant les vidéos, mais de la publicité premium vendue par des régies qui alimentaient à l'époque les chaînes télé. Ok. Bon, et t'as regretté par la suite de ne pas l'avoir vendu? De l'avoir vendu, ouais. Non, parce que ce que j'ai appris avec cet échec m'a permis d'arriver aujourd'hui et de bâtir ma chaîne et ma nouvelle société aujourd'hui en essayant de ne pas faire les erreurs que j'ai commises à l'époque. Alors, parle-nous des concepts de vidéos dont tu me parlais juste avant.
Donc, mon concept, on va dire le plus connu que j'ai créé, s'appelle Fallen Kingdoms. C'est une sorte de battle où ce qui est intéressant en termes de production, c'est qu'il y a 4 joueurs, donc 2 équipes de 2 personnes, et les joueurs filment chacun leur point de vue. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un épisode qui sort toutes les semaines, avec un objectif à la fin de trouver, d'attaquer la salle et de trouver la salle au coffre, des coffres de l'équipe adverse. Et il y a différentes règles qui font qu'à partir de tel jour, tu peux faire ceci, etc. etc. Donc la saison fait à peu près 15 à 20 épisodes, mais à chaque fois, il y a 4 épisodes qui sortent, puisqu'il y a les points de vue de chaque joueur qui sortent sur les chaînes de chaque créateur. Donc ce que ça a fait, c'est que non seulement c'était intéressant de suivre le point de vue du personne, mais quand tu le voyais, tu avais envie de voir ce qui se passait dans l'équipe adverse, puisque ce n'était pas filmé d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire que chaque joueur filmait ce qu'il voyait. Donc si tu regardais un épisode, tu ne savais pas ce qui se passait dans l'équipe adverse, à moins que... Quelle était la durée de chaque épisode? Environ 20 minutes. Ouais, et donc ça a permis à nos chaînes à l'époque d'émerger, puisqu'il y avait des ponts, on se faisait sans cesse des ponts, et il y a eu pas mal de saisons. Et même lorsque j'ai arrêté donc, ma chaîne autour du gaming et de Minecraft notamment, ça a continué, ça a été repris, et c'est toujours présent sur des chaînes YouTube de youtubeurs Minecraft ou autres. Et même sur des serveurs spécialisés. Maintenant, c'est devenu un mini-jeu à part entière dans le jeu. Effectivement, c'est une très bonne idée. Donc, c'était avec ta chaîne Zelvac, c'est ça? C'est ça. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est Calvez à l'envers. C'est ça, j'ai interverti les lettres, effectivement. Ok, avec toi ça fonctionne. Moi, ça ne fonctionnerait pas du tout, par exemple. Tu vois, si oui, ça serait un peu plus compliqué. Ouais. Il y a toujours quelque chose à trouver, mais bon. Ok, et donc, qu'est-ce que tu en as fait de cette chaîne? Je l'ai supprimée. Ok. J'ai atteint combien d'abonnés quand même? J'ai atteint 400 000 abonnés fin 2013. Et je l'ai supprimé, effectivement. Alors, quand tu me dis ça, je sais pas, t'as une expression du visage qui a un mix de, regret, Non, c'est les gens. Les gens sont à chaque fois choqués quand je dis ça. C'est vrai que supprimer une chaîne de 400 000 abonnés à l'époque, c'est déjà énorme en 2013. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je m'étais lassé de Minecraft. Donc, je ne voulais plus faire ça. Et je voulais me rediriger vers ce qu'on appelle du lifestyle, donc parler de sujets un peu plus généraux et face caméra, où on voit ma tête, parce que dans le gaming, à l'époque, on filmait même pas notre tête, c'était juste de la voix. Et pour faire cette transition, j'ai su qu'il fallait que je fasse un gros coup, entre guillemets, c'est-à-dire que si j'avais continué sur cette chaîne et sur cette base d'abonnés, je n'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui, parce que, et ça a été aussi le cas même en faisant cette action un peu drastique, les gens constamment pendant 2 ans, me demandaient de continuer, de reprendre, de refaire ce que je faisais par le passé, ce que je n'avais pas envie de faire. Donc j'ai supprimé ma chaîne YouTube, j'ai ouvert un blog. Je suis allé sur Dailymotion. Donc, je n'ai même pas réouvert une chaîne YouTube, tellement je... T'es parti ailleurs, quoi, vraiment. Il y avait un tel engouement sur ce que je faisais sur Minecraft que je ne pouvais pas changer. Enfin, voilà, mon audience n'était pas prête pour ça. Donc, j'ai tout recommencé à zéro. Voilà, tout simplement. Le temps de te faire oublier de la scène Minecraft. Je me suis fait oublier. Au final, je me suis pas fait oublier, mais voilà, les gens sont passés à autre chose. Et j'ai pu me faire une... Bien sûr, il y a des gens qui me suivaient déjà, qui m'ont suivi, même si j'en ai pas fait spécialement la promotion. Mais j'ai réussi à me créer une autre communauté totalement différente en repartant de zéro, du coup. Alors, tu montes ton blog Lifestyle. Qu'est-ce qu'on trouvait comme contenu? Alors là, tu passes quand même de la vidéo à l'écrit. Comment s'est passée cette transition? Non, justement, c'était un blog vidéo. D'accord, ok. Donc, les articles, c'était des vidéos, mais c'était un support, effectivement, où il y avait les commentaires. C'était pas sur une plateforme. Les gens ne regardaient pas ça sur Dailymotion. Ils commentaient sur mon blog, etc. Les vidéos que je publiais sur mon blog. Là, tu repartais vraiment de zéro, quand même, parce que, bon, un blog, le nerf de la guerre pour le blog, c'est le référencement naturel, etc. Donc, quand tu démarres ton blog, tu n'as quasiment pas de trafic, sauf peut-être des gens qui ont continué à te suivre et qui espéraient secrètement que tu allais peut-être refaire des vidéos sur Minecraft et donc qui allaient peut-être sur ton blog régulièrement. Mais comment ça s'est passé cette transition de passer de 400 000 abonnés et ultra référent sur un domaine à repartir de zéro avec ce blog sur une plateforme Dailymotion qui certes était relativement puissante à l'époque, en tout cas plus qu'aujourd'hui. Pas dur. Comment ça s'est passé de repartir de zéro là? Ça a été assez difficile.
Déjà parce que j'ai coupé toutes mes sources de revenus. Mm. C'est-à-dire que je commençais à vivre de YouTube assez confortablement. Je vivais à Paris. Quand tu dis confortablement, tu peux nous donner un chiffre? Disons que j'étais à 2-3 000 euros par mois. Ok. Voilà, Ouais, à cet âge-là, à bien sûr. 18-19 ans, c'était vraiment très bien. Voilà, je pouvais payer mon T'avais loyer, monté j'étais une boîte? content. Hein? Tu avais monté une boîte? Ouais, j'étais auto-entrepreneur Ouais. à l'époque. Ok. J'ai pas eu le temps de dépasser il y avait, comment Ouais. dire, la barrière, c'était Ouais, la limite. la limite, ouais, parce que j'ai arrêté au. Je crois que c'était Voilà. 80 000, non, un truc Ouais, comme ou peut-être même moins à l'époque. Mais Ouais. bref. Et du coup, ouais, ça a été assez difficile. Donc, j'ai continué sur Paris à faire mes petites vidéos où je partageais en gros ma vie. Je traitais de plein de sujets divers et variés. Il y avait plein de concepts différents. Mais j'ai quand même dû rentrer en Bretagne, non seulement parce que la vie parisienne m'oppressait, mais aussi parce que j'avais plus d'argent. Donc, je suis retour vers la case parents. Et Ok. voilà. Et là, lifestyle. Alors, quel type de vidéos on pouvait trouver sur ton blog à l'époque? C'est ce qu'on appelait des vlogs, ce qu'on appelle encore des vlogs. Franchement, il y avait tellement de concepts différents. Il y avait des canulars aussi. Il y avait des. Ouais, je parlais de ma vie en gros, hein, tout simplement. Et au bout d'un moment, bon, je me suis dit, bon, c'est bien de parler, de faire 50 concepts différents, même s'il y en a certains qui sont encore repris, puisque j'ai toujours été dans cette idée de partager des concepts, de créer des concepts qui puissent être repris par d'autres créateurs, parce que c'est comme ça que on peut réussir aussi sur les réseaux, c'est-à-dire lancer des tendances entre guillemets qui sont reprises, et forcément ça permet aux autres de faire des vues, de créer du contenu puisqu'on leur donne des idées préconçues, mais ça permet aussi au créateur initial de se faire connaître indirectement. Donc ça a toujours été entre guillemets ma stratégie dans la création de contenu. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, plutôt que de faire tout un peu à moitié, pas vraiment quali, etc. Pourquoi ne pas créer juste un concept, me focaliser dessus et le faire très bien, plutôt que voilà, avoir 10 idées différentes. Donc c'est à ce moment-là, en 2016, que j'ai lancé mon concept de crash test. Ok. Donc je me suis inspiré de ce qui se faisait aux États-Unis, des personnes qui testaient des DIY, des recettes, etc. Je me suis dit, pourquoi pas faire ça aussi pour des objets, faire un peu l'inverse du téléachat, où dans les publicités, on nous vend toujours des trucs qui sont testés, approuvés par des professionnels, ça marche toujours, c'est toujours génial, c'est incroyable, ça va vous faciliter la vie. Mais dans la réalité, quand on est un amateur, qu'on les essaye chez soi, c'est pas toujours le cas. Parfois, des objets qui ont l'air simples à la télévision ne le sont pas réellement dans la réalité, ou alors ne fonctionnent pas du tout. Et donc, je me suis dit, je suis un amateur, je connais rien en cuisine, je connais rien dans l'électroménager, etc., dans les recettes. Je vais tester ça en tant que monsieur tout le monde et je vais donner mon avis. Et les gens vont voir d'eux-mêmes si c'est simple ou pas à reproduire, à tester, à utiliser, et si ça vaut le coup d'être acheté ou non, puisque c'est ou d'être reproduit ou non si c'est une recette, puisque on voit ça partout sur les réseaux en ce moment. Et c'est comme ça que j'ai commencé et je suis retourné sur YouTube aussi au même moment. Et ma chaîne a bien marché. Pourquoi être retourné sur YouTube? Pour l'audience, parce que Dailymotion c'était bien, mais c'est limité. Donc, en gros, c'est une de mes amies qui est aussi créatrice, qui s'appelle Auria, qui m'a convaincu de revenir sur YouTube, qui m'a dit si, tu devrais faire ça, mais sur YouTube. Et le même jour, je me souviens, c'était le jour de son anniversaire, je lui avais dit si je vais sur YouTube, toi tu vas sur Snapchat, parce qu'elle était c'est quoi Snapchat? Enfin, c'était comme TikTok au début, les gens étaient un peu réticents, et elle était un peu réticente. Je lui ai dit tu vas sur Snapchat, c'est plutôt pas mal pour faire des stories. Et moi, je vais sur YouTube. Et voilà, c'était une sorte de, pas de pari, mais d'entente entre nous. Et j'ai bien fait de l'écouter et d'être revenu sur YouTube, qui malgré tout, à qui je dois beaucoup de choses quand même. Et donc là, depuis 2016, tu as cette chaîne de tests. Tu es un peu monsieur crash test maintenant sur YouTube. J'ai vu que tu fais quand même des cartons. Tu as des vidéos qui font 1,4, 1,5 millions de vues. Tu testes plein de choses, les appareils à sushi, un coussin magique. C'est très très cool. D'ailleurs, ce que tu fais, comment tu sources les produits que tu testes? Alors là, il y a plusieurs sources. Déjà, il y a la communauté. Il y a les personnes qui regardent mes vidéos et qui se disent tiens, j'ai vu ça dans une publicité, est-ce que tu pourrais le tester pour moi? J'aimerais avoir ton avis avant de l'acheter.
Ça, c'est la première, et sans doute la plus importante, c'est la communauté. La deuxième, c'est Facebook. Pourquoi Facebook? Parce que sur Facebook, il y a de la publicité ciblée qui est vraiment exceptionnelle. Et comme j'achète souvent les produits qui me sont recommandés, l'algorithme sait ce qui m'intéresse. Donc, en gros, la publicité Facebook me sert énormément et je n'ai pas d'adblocks parce que les algorithmes font qu'on me recommande des produits qui seraient sympas pour moi et donc pour mon audience. Donc c'est l'avantage. Et ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième, c'est aussi des recherches, notamment sur Kickstarter pour voir les projets qui vont arriver, Indiegogo et ce genre de plateforme. Tu es sollicité, toi, par des marques pour que tu testes leurs produits? Ça arrive aussi, on m'envoie de temps en temps des mails, ouais, tout à fait. Après, ça m'arrive rarement de tester parce que j'essaye de trouver des trucs vraiment innovants, des objets insolites, des recettes insolites, et c'est vrai que souvent, les marques qui me contactent n'ont pas toujours des... Disons qu'elles me contactent parce qu'elles ont vu quelque chose que j'ai déjà testé sur ma chaîne. Donc, il y a plus côté novateur, nouveau pour ma communauté. Donc, ça arrive rarement que je teste ce qu'on vient de présenter parce que j'ai déjà présenté, on va dire, leurs concurrents. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt pour mon audience de revoir 2 fois la même chose, même s'il y a toujours des petites différences entre les produits similaires. Mais bon, voilà. Ouais, donc toi, tes critères, c'est des produits qu'on voit partout sur les plateformes, sur Facebook, sur Instagram, parce qu'ils investissent beaucoup en pub. Et donc, voilà, ça t'intéresse. Qui intéresse les gens. Il faut que ce soit des produits un peu originaux aussi, j'imagine. Tu vas pas tester des trucs... je suis beaucoup dans l'innovation. J'aime beaucoup découvrir les nouveautés, ce qu'on n'a jamais vu ailleurs. C'est vraiment mon critère principal. Et c'est d'ailleurs aussi comme ça que j'ai évolué, notamment sur TikTok et Instagram, où maintenant je fais aussi des formats courts de produits donc innovants qui ne sont pas forcément disponibles en France. Donc que je ne peux pas tester, ou alors qui ne sont pas encore sortis puisqu'ils sont en cours de financement participatif sur les plateformes comme Kickstarter ou Indiegogo. C'est vrai que ça cartonne, ça, je vois sur TikTok, sur Insta, les life hacks, tu sais, les petits hacks du quotidien, où parfois tu découvres même comment on utilise certains objets du quotidien que tu utilisais souvent. De façon détournée. Ouais, de façon détournée. Et ça cartonne, parce que tu es là, t'es super étonné. Bon, t'oublies la moitié des trucs, évidemment. Et je pense en plus que il y en a beaucoup des life hacks qui sont assez compliqués à mettre en place parce que parfois tu es obligé de fabriquer un truc pendant 1 heure pour régler ton problème alors que tu pourrais le régler autrement. Mais voilà. Et alors les recettes, parle-nous un peu des recettes parce que tu testes des produits mais tu testes aussi des recettes. Comment tu sources aussi les recettes? Alors ça, c'est un peu la même idée, c'est le même concept, c'est pour ça que ça s'appelle aussi des crash tests sur ma chaîne. Je fais des crash tests de recettes effectivement et de produits. Et pour les recettes, là, je viens taper sur les fameux pure players, Chef Club, bon un peu moins, mais surtout les pure players américains, Tasty, voilà, les trucs de Minute Buzz et compagnie qui... 5 minutes craft, voilà, donc encore une fois, ce dont tu parlais, qui nous montre souvent des recettes qui sont très belles visuellement, mais qui jouent sur le fait que beaucoup de gens ne vont pas les reproduire, ou vont se dire « Ah, c'est de ma faute si ça n'a pas marché », mais il y a quand même beaucoup de fausses vidéos, enfin de fausses recettes dans ces vidéos, qui sont là et qui sont faites uniquement pour le plaisir des yeux, pour être satisfaisantes, et qui dans la réalité sont infaisables, parce que parfois, ils trichent en mettant des choses qui ne sont pas comestibles. On ne le voit pas. Ouais. T'as une anecdote là-dessus, un exemple? Je pense que ça peut parler aux gens. Dans certaines vidéos, on voit qu'ils font fondre des petits bonbons caramel, etc. Ça marche pas. Dans la réalité, ça donne pas l'effet qu'ils obtiennent bien lisse, bien coulant, etc. Non, ça crame tout de suite. Même avec une cuisson très très lente. C'est pas ça dans la recette. Donc voilà, il y a des choses qui ne fonctionnent tout simplement pas, ou alors qui ne sont pas bonnes du tout. Donc c'est juste beau, mais c'est pas bon parce que il y a 3 tonnes de sucre. Voilà, c'est immangeable. Et voilà, il joue sur ce côté. C'est viral parce qu'on mélange du poulet et du coca ou je ne sais quoi et voilà, donc je me suis dit, bon, on va aller aussi les tester, même le logique, pour voir si ça vaut le coup ou pas de les reproduire, de perdre son temps et aussi de l'argent et de gaspiller de la nourriture pour rien. Donc je le fais à la place des gens.
Si c'est bon, bah, je le dis, vous pouvez y aller. Si c'est simple à faire, vous pouvez y aller. Si c'est compliqué, bon, passez votre chemin, ça vaut pas le coup parce que c'est pas super bon non plus, autant vous faire des pâtes. Tu dirais que quelle part de ces recettes est vraiment comestible et réalisable? Honnêtement, dans les vidéos que j'ai testées, je pense que c'est à peu près moitié-moitié. Donc Ah, c'est quand quand même même. une grosse part. Après, je prends aussi, je suis un peu biaisé parce que je prends les recettes les plus surprenantes, Mm. les plus insolites. Encore une fois, je prends pas la recette de pâte à la truffe ou de pâte avec de la feta. Voilà, on Ouais. sait que ça va être, bon, il y a aucun risque. Je prends vraiment les trucs un peu originaux qui viennent souvent des déclinaisons un peu japonaises, de l'autre bout du monde, enfin, voilà, ou américaines. Voilà. Donc mais ça reste quand même une grosse partie euh, Ouais, ouais. de ces chaînes-là. En sachant que quand j'ai commencé à faire ces tests-là, il y a une de ces marques qui m'a contacté qui s'appelle TasteMade. Ils sont toujours en activité. Oui, je vois bien. Pour présenter justement des recettes. Et là, pour le coup, eux, ils ont une approche beaucoup plus réaliste. Ils sont pas, on va dire, dans ce qu'on appelle le putaclic. Voilà, donc, ils sont moins dans l'aguicheur. Et pour le coup, c'était, j'ai beaucoup aimé travailler avec eux lorsqu'ils se sont lancés en France. Je crois qu'ils se sont retirés du marché depuis. À cause de toi? Non, j'espère pas, j'espère pas, j'espère que j'ai pas ruiné leur concept. Mais voilà, et c'est peut-être pour ça aussi parce qu'ils marchaient moins du coup parce que c'était moins C'était des recettes plus impressionnant. classiques Ouais, peut-être. plus Ouais. classique, plus réel, qui fonctionne. Si on en revient en produit, c'est Ouais. quoi ton pire souvenir de testing, le pire produit que tu as testé? Le pire testing, c'est un masseur de main japonais qui a été créé pour les gamers notamment, qui utilisent beaucoup la souris, qui font, parce que maintenant avec l'e-sport, etc., voilà, Ouais. ça se développe. Et donc ça a été créé pour leur permettre de reposer les mains entre deux sessions de jeux vidéo pour les masser, etc. Donc c'est comme ce qu'on met autour du cou, sur la tête, etc. Sauf que là, tu insères, tu enfiles ta main à l'intérieur du produit et tu es censé avoir un massage incroyable. C'était horrible. Disons, Alors qu'est-ce qui était horrible? vous pouvez aller voir la vidéo, ça faisait juste mal en fait. Ah ouais. Le produit était vendu comme universel, y compris pour le marché européen. Ça ne l'était pas du tout. Je pense que c'était vraiment adapté pour les mains plus petites asiatiques. Parce que vraiment, ça te comprimait les mains, mais ouais. genre à faire mal. Il n'y avait aucun massage, aucun bénéfice. Et c'était pire après avoir sorti ma main C'est de ça, l'appareil tu pouvais même plus utiliser ta souris qu'avant. après, quoi. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un de mes pires tests en tant que Ça, produit. tu l'avais trouvé où ce produit? Je l'avais trouvé, il me semble, sur TikTok. C'était une marque qui le vendait sur TikTok. Et c'est une marque assez connue là-bas, justement. Donc c'est pour ça que j'étais assez surpris du résultat. Et en termes de recettes, qu'est-ce qui... Bon, les recettes, en fait, j'ai pas eu de gros problèmes. J'ai jamais été malade avec ce que j'ai pu tester, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé pas mal de fois de tester des choses où il y a des étapes avec des ballons, il faut mettre du liquide à l'intérieur, où ça a explosé. J'ai taché pas mal de vêtements à vie avec des ingrédients un peu insolites. Voilà. Donc, recettes, c'était vraiment plus des gaffes qui me sont arrivées. Et bon, mauvaise expérience pour moi, très bonne pour l'audience, pour le public. Et à l'inverse, sur des produits, est-ce que tu as déjà testé des produits où tu avais un a priori plutôt négatif, où tu dis non, mais ça va vraiment être de la merde, et au final, tu as été agréablement surpris? Oui, l'un des produits, sans doute l'un des produits que j'ai préféré et ma découverte la plus importante, c'est un produit qui a été créé par Bosch, donc la marque là, qui fait les outillages, les frigos, etc. C'est un objet révolutionnaire qui fonctionne avec du plasma, qui fait la taille d'un boîtier à lunettes et qui fait à peu près la même forme. On l'utilise en fait pour enlever les odeurs sur les vêtements. Donc tu appuies sur un bouton, tu le frottes contre tes vêtements, même après avoir transpiré, etc. Après, il n'y a plus aucune odeur. Ah ouais? Et ça, je me suis dit, quand j'ai vu la vidéo de présentation de la marque et de Bosch qui l'ont sorti il y a 2-3 ans, je me suis dit, c'est un peu trop beau pour être vrai. Tu passes un produit, une machine qui fonctionne juste à l'électricité avec du plasma. Qu'est-ce que c'est le plasma? Je ne sais pas. Et tu n'as plus aucune odeur, t'es frais, ça ne va pas marcher. Et je l'ai testé, je dois dire que je l'utilise encore aujourd'hui. Ah ouais? Je l'emmène toujours avec moi dans mes voyages parce que c'est hyper pratique. C'est même pas un déodorant, ça enlève C'est un truc de fou, les odeurs quoi. des vêtements. Comment Donc, ça fonctionne?
C'est quoi le plasma là, du coup? Alors, du coup, ce sont, si j'ai bien compris, c'est des ondes plasma qui ciblent les particules des mauvaises odeurs et qui les détruisent, enfin qui les séparent. Et du coup, l'odeur disparaît. Et à la fin, ça laisse, pendant les 3 premières minutes après l'avoir utilisé, une odeur un peu de chlore de piscine ou de fer. Donc, de propre en gros, hein, tout simplement, et après ça disparaît totalement et il n'y a plus aucune odeur. C'est vraiment un produit incroyable et qui pourtant sur le papier pouvait sembler un peu irréaliste. Et c'est typiquement le genre de produit qui aurait pu être sorti par une marque comme Dyson, par exemple, parce qu'on s'attend à des produits innovants qui sortent de nulle part. Mais là, pour le coup, c'est Bosch. On les attend pas là et ils ont sorti ce produit. Je sais pas s'il marche bien ou pas. J'avais jamais entendu parler ils en font pas spécialement la publicité, mais je pense que c'est tellement avant-gardiste que le marché est pas prêt. Enfin, on se dit pas ça marche. Il faut des gens pour le vulgariser. Donc du coup, c'est un peu ce que j'ai fait avec ma vidéo. Donc ça a peut-être permis certaines personnes de découvrir le produit et encore aujourd'hui. Mais voilà. Je mettrai en lien les vidéos vers tes tests qui sont bien terminées et moins bien terminées. Oui. Si on parle un peu de ton organisation, Alexandre, qui fait quoi dans les coulisses de ta chaîne YouTube? Alors, j'ai une personne qui m'aide sur la partie éditoriale, recherche éditoriale et sur les montages notamment des formats courts. Quand tu dis recherche éditoriale, c'est recherche de produits, de sujets? Rechercher les nouveaux sujets dont je vais parler, les dernières innovations. Ok. Parce que mine de rien, ça prend beaucoup de temps de dénicher toutes les semaines, puisque je présente sur mes réseaux TikTok et Instagram deux nouvelles innovations à 3 par semaine. Donc ça prend du temps d'aller chercher celles qui vont intéresser mon audience, celles qui ont vraiment un intérêt, celles qui ne sont pas des arnaques, puisqu'il y a aussi ça. Parfois, il y a des financements participatifs notamment qui sont là, mais bon... qui n'arrivent jamais à terme, donc j'essaye de ne pas les présenter. Parfois, ça arrive que je les présente, puis après, on se rend compte 3 semaines plus tard, mince, c'était pas bon. Comment tu fais là dans ce cas-là? Je le signale ou je retire la vidéo. Et après, aussi, enfin. Et quand ça a vraiment de l'intérêt, je le garde dans le sens où quand je sais que quand ils vont sur la page et qu'ils voient que c'est terminé, qu'il n'y a rien et qu'on ne peut plus investir, il n'y a aucun risque. Donc je le montre, je le garde juste pour le fait de montrer l'innovation et l'idée qui était derrière. C'est quoi le profil de cette personne qui t'aide? Elle est plutôt dans le community management, dans le social media, donc vraiment axée à ce niveau-là. Elle m'aide aussi d'ailleurs à gérer les commentaires quand c'est nécessaire. Notamment quand c'est des contenus qui ne me concernent pas. Enfin, quand je présente une innovation, les commentaires, c'est pas sur moi, c'est sur l'innovation. Donc, il n'y a pas vraiment ce lien avec la communauté, parce que je parle pas de moi, il n'y a pas de... Voilà, c'est du factuel, c'est du journalisme, entre guillemets. Enfin, c'est pas du journalisme, mais c'est juste des faits. Je travaille aussi régulièrement avec 2 monteurs qui m'aident notamment pour les vidéos, les formats longs. Et je travaille également en famille, puisque mon père m'aide et m'assiste sur les tournages. Super. En tant qu'assistant de production. Donc, il est là derrière la caméra. C'est comment de travailler avec son père? C'est très bien, parce que... T'as réfléchi quand même. Non, mais en fait, quand tu... Déjà, avant, je tournais tout seul. Je faisais tout seul. Au bout d'un moment, c'était plus possible, puisque avec la multiplication des réseaux, des plateformes, des formats, etc., voilà, c'était pas plus possible de gérer. Donc, c'est pour ça que je me suis entouré. Et je pense que c'est important de bien s'entourer. Et donc, j'avais cette liberté de ton, parce que j'étais tout seul. J'avais pas ce stress de « Ah, il y a quelqu'un qui va me juger derrière ». Je pouvais faire totalement abstraction de ça. Après, j'ai commencé à faire des tournages avec des personnes que je ne connaissais pas forcément, enfin, que je connaissais puisque je travaillais avec moi, mais c'était pas la même chose. J'ai quand même senti que je me bridais un peu. Et donc, au bout d'un moment, mon père a commencé à travailler avec moi, d'abord à mi-temps, puis à plein temps, enfin, c'est-à-dire plein temps par rapport à moi, puisqu'il a toujours un travail à côté. Et je me suis rendu compte que le fait qu'il me connaissait, etc., il n'y avait pas de jugement dans ce que je pouvais dire et qu'il était vraiment là pour m'assister, m'aider. Et donc, c'est ça qui est génial de travailler en famille. Ok, canon. Et c'est vrai que les formats courts, c'est toi qui continue à les monter? Parce que tu as parlé des monteurs pour les formats longs. Non, du coup, maintenant, pour les formats longs, j'ai un peu inversé la chose. Pendant tout mon début sur TikTok, je faisais un TikTok par jour. Je montais tout, voilà. Je fais souvent ça au début, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, je prends la main sur le contenu, sur le format. J'essaye de bien l'établir, de savoir ce que je veux faire, d'établir des règles.
Et une fois que c'est bien installé, que j'ai trouvé mon audience, entre guillemets, puisque pareil que sur TikTok, moi, j'ai pas forcément fait la promotion de mon TikTok, je voulais me créer une autre audience, faire une audience complémentaire. Et une fois que c'est trouvé, je sais que je peux déléguer tout en restant derrière pour faire des retours à chaque fois, pour avoir le produit que j'avais en tête. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc du coup, maintenant, les formats courts sont montés notamment par Alexia, dont je parlais au début. Et les vidéos YouTube, là en ce moment, comme j'ai décidé d'en faire un peu moins qu'avant, je vais faire davantage de montage parce que je suis en train de changer un peu ma ligne éditoriale. Et changer mes formats pour les renouveler, puisque ça fait 7 ans que je fais des crash tests. Donc je me suis dit, au bout d'un moment, c'est bien les crash tests, mais il faut aussi savoir se renouveler et proposer de nouvelles choses. Et comme je suis toujours dans cet esprit de la création, je ne peux pas rester indéfiniment sur toujours le même format. Donc là, je suis en train d'évoluer, et parce que j'évolue, il faut que je mette la main à la pâte et que je contrôle tout de A à Z pour être certain d'avoir le format qui me correspond et trouver ma voie, entre guillemets. Comment tu gères le multiplateforme? Est-ce que quand tu vas tester un produit, tu vas d'abord le penser pour YouTube et ensuite tu vas faire un montage différent pour TikTok et compagnie, ou bien tu vas faire des plans spécifiques à TikTok, Instagram, enfin en format verticaux? Alors, le multiplateforme, je le vois en relation. Alors, comment expliquer ça? J'ai YouTube d'un côté. Donc c'est ma plateforme principale, en tout cas c'était ma plateforme principale, puisque depuis quelques jours maintenant c'est TikTok où j'ai le plus d'abonnés, donc je ne sais plus où est ma plateforme principale. Donc pour moi YouTube ça a toujours été mon bébé, et donc c'est par là que je commence. Je fais mes vidéos YouTube, je fais mes formats principaux. Ensuite ils sont déclinés eux sur Facebook, où il y a aussi des formats longs qui sont un peu réduits. On passe de 15 minutes, 10-15 minutes à 5-10 minutes. Donc ce sont les mêmes vidéos qui sont retravaillées. Pour Facebook et pour une audience, on va dire, un peu plus âgée que sur YouTube. YouTube, si on veut des chiffres, c'est plutôt 18-35 ans. Facebook, c'est au-dessus de 35 ans. Donc j'ai plein de grands-parents qui me regardent là-bas. Enfin voilà, du coup, c'est les mêmes contenus, mais j'ai des retours différents. Les vidéos ne sont pas les mêmes. Ce sont les mêmes vidéos, mais le succès des vidéos n'est pas le même sur les deux plateformes. Il y a certains sujets qui intéressent plus sur YouTube, d'autres sur Facebook. Donc, certaines vidéos dont tu as parlé ont fait beaucoup plus de vues sur YouTube. Il y a des vidéos qui ont fait 4 millions sur Facebook, d'autres et que 800 000 sur YouTube, par exemple. Enfin, voilà, et vice-versa. Ensuite, j'ai TikTok et Instagram. Donc là, je crée des contenus totalement inédits pour TikTok parce que j'ai essayé de mettre mes vidéos YouTube au format TikTok, en faisant des remontages, en prenant des extraits, etc. Ça ne fonctionne pas parce que mon format actuel de crash test n'a pas été pensé. Il a été pensé il y a 7 ans, quand il n'y avait pas tout ça. Donc, il aurait fallu que je le modifie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un nouveau format. J'ai trouvé mon propre ton et voilà. Donc, je présente des innovations. C'est du contenu qui est complémentaire. Sur YouTube, je teste des choses. Je présente des choses qui sont sorties, qui sont disponibles. Sur TikTok, c'est uniquement des choses qui sont inaccessibles pour l'instant parce que voilà, c'est encore de financement, c'est pas encore disponible en France, ou alors ça coûte 3 000 €. Bon, moi je ne tasse pas des trucs qui coûtent 3 000 €. Et je republie ces TikTok sur Instagram en Reel. Et sur Instagram, je rajoute aussi de temps en temps des posts photos d'innovation qui n'ont pas de vidéo. Donc c'est comme ça que je procède, et c'est mes 4 plateformes principales. Tu disais que donc, le format YouTube, c'est 10-15 minutes, Facebook, 5-10 minutes. Ouais. Comment tu en es arrivé à cette conclusion, à ces durées reines pour chacune des plateformes? C'est tes observations ou c'est des choses que tu as observées toi-même sur les différentes plateformes? Alors, les observations, oui, à l'époque, notamment sur YouTube, le format 10-15 minutes, c'était le format roi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, sur YouTube, le format roi, c'est du 40 minutes. C'est des formats très longs. Voilà, les gens veulent du très long sur YouTube depuis l'arrivée notamment de Netflix. Est-ce que c'est pas lié aussi au fait que YouTube pousse les formats plus longs parce que ça leur permet d'avoir plus de coupures pub? Bah oui et non, parce que tu regardes YouTube, ce qu'ils veulent, c'est que tu restes longtemps sur leur plateforme. Ouais. Donc, tu peux regarder 2 vidéos de 15 minutes, ça te fait 30 minutes, tu as toujours autant de pubs en fait. Donc c'est plus les gens, je pense, qui se sont habitués à venir pour des contenus longs, regarder en soirée, dans leur lit, sur le trajet, etc. Voilà. Parfois même écouter en podcast, puisque maintenant il y a aussi l'abonnement premium qui permet d'écouter en fond les vidéos. Donc il y a beaucoup de contenus qui sont faits pensée vidéo, mais aussi audio en même temps. Mais moi, mon format, la durée de mon format,
elle a été faite de par mes observations. C'est-à-dire que, par rapport à mon audience, c'est-à-dire que quand je tourne ces crash tests, je tourne pendant 2 heures. Mais une fois que j'ai enlevé tous les moments de blanc, puisque quand tu cuisines, voilà, il y a toujours des moments où il se passe rien. Pareil, quand tu testes des objets, tu fais du déballage. Voilà. Au niveau du montage, quand j'enlève tout ce qui est inintéressant, je me retrouvais toujours avec 10-15 minutes de vidéo. Donc c'est comme ça que ça a fait le format. C'est-à-dire que j'ai dû tourner peut-être 200 crash tests, même un peu plus. Tous mes tournages durent 2 à 3 heures et je finis toujours avec 15 minutes de vidéo, donc c'est comme ça que ça s'est créé. Et sur Facebook, c'est plus de par les conseils. J'ai été accompagné pendant un moment par Julie Smack. Voilà, donc Et sur Facebook, voilà, on sait que les gens ont un peu moins de temps. Il y a un feed qui fait que tu tu switches d'une vidéo à une autre assez facilement. Tu n'es pas sur une page, tu peux scroller. Donc, les vidéos doivent être plus courtes. Il n'y a pas d'introduction sur Facebook. Tu rentres directement dans le contenu. Donc c'est plus ramassé. Tu n'as jamais pensé à faire des formats justement autour de 40-45 minutes sur YouTube ? Alors, j'aimerais bien, mais je crois que j'en suis incapable. Parce que... dans tout ce que je fais, j'essaye de le faire de manière pédagogique et de simplifier au maximum les choses pour toucher, synthétiser exactement, pour toucher un public familial le plus large possible. Et ça fait qu'on rentre forcément pas toujours dans les détails. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients, mais quand tu ne rentres pas dans les détails, forcément, ça ne peut pas durer 40 minutes. À moins de tester plusieurs objets dans une même vidéo, etc. Mais... c'est pas non plus ce que je préfère faire. J'aime bien avoir un sujet et le traiter de A à Z, avoir un début, une fin et le traiter comme ça. Et il faut aussi dire que je suis souvent très seul dans mes vidéos. Les formats longs actuellement sur YouTube, c'est beaucoup de formats un peu télévisuels où il y a des invités, donc il y a plusieurs personnes qui parlent, donc forcément le temps de parole est partagé, donc il y a plus de choses à dire, etc. etc. Et il y a beaucoup de jeux aussi, de divertissement qui font que voilà, c'est des étapes, des manches, des formats qui ont été pensés comme ça. Mais en revanche, donc depuis 2 ans, j'ai commencé à faire des formats visites, donc pour montrer les coulisses de fabrication des produits que je testais. Donc ça peut être la pâte à tartiner, comment on fabrique les chips Bretz, les vêtements, les marinières Armolux, voilà. Beaucoup en Bretagne, hein, j'ai remarqué. Beaucoup en Bretagne au début, maintenant j'essaye d'aller un peu plus loin. Et ces formats, donc, que je vais développer à partir de la rentrée, vont être, je pense, un peu plus longs que ce que je faisais habituellement. Tu hésitais tout à l'heure à dire que YouTube était encore ta plateforme de prédilection parce que sur TikTok, tu vas passer maintenant la barre des 1,2 million d'abonnés. Donc, est-ce que ta plateforme de prédilection, c'est pas celle sur laquelle tu gagnes le plus d'argent au final ? Mais dans ce cas, ce sera Instagram. Donc, ah ouais, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est Instagram, en tout cas où j'ai le plus de chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est celle qui me rapporte le plus de partenariats. Ok. Parce que je pense que c'est la plateforme la plus accessible pour les marques, celle où les personnes qui travaillent chez elles, chez ces marques-là, sont les plus actives. Donc forcément, pour elles, c'est Instagram où il faut être présent. Et donc, tu veux dire que c'est via Instagram que tu reçois des sollicitations ou bien les deals que tu peux faire en création de contenu avec des marques, tu les fais avant tout sur Insta ? Je dirais que quasiment dans toutes mes collaborations, il y a de l'Instagram. Okay. Ce qui n'est pas vrai pour les autres réseaux. Alors, comment tu fonctionnes avec les marques ? Comment tu choisis tes partenariats ? C'est quoi tes critères ? Comment tu fais ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis entouré. Donc, je suis dans une agence qui s'appelle Influx. Tu as d'ailleurs reçu Romain Lannery, tout à fait. Qui en fait partie. Donc, c'est eux qui me représentent sur la partie commerciale, puisque en tant que créateur, mon objectif, c'est de me focaliser sur la partie créative. Donc, je me décharge, on va dire, de tout ce qui ne l'est pas le plus possible pour toujours être le plus frais possible. Donc, comment je choisis mes partenariats ? Tout simplement, est-ce que la question que je me pose en premier, c'est est-ce que cette marque, cette collaboration va apporter quelque chose à mon contenu. Il faut toujours de la plus-value pour mon audience, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc c'est pour ça que je ne vais pas faire de la publicité pour des applications dont tout le monde a déjà parlé, parce que ça n'a pas d'intérêt.
En revanche, ça peut arriver que je le fasse, par exemple, pour NordVPN, mais dans ce cas-là, je leur dis, tout le monde connaît déjà votre service, votre produit, tous les youtubeurs font des partenariats avec vous. Donnez-moi quelque chose que personne n'a d'innovant. Voilà, vous êtes sur une chaîne qui parle d'innovation, donc donnez-moi voilà, je ferai le partenariat avec vous quand vous sortirez un nouveau service. C'est ce qu'ils ont fait, donc j'ai fait un partenariat avec eux que j'avais toujours refusé jusqu'à présent, et quand l'occasion s'est présentée, j'ai dit ok, ils ont voulu jouer le jeu, me donner l'exclusivité sur une nouvelle fonctionnalité qui n'a jamais été présentée ailleurs, donc je vais travailler avec eux. Et sinon, c'est ce critère-là, donc la plus-value, mais également ce qui me permet de rester objectif dans mes crash tests. C'est-à-dire que je ne fais pas de tests sponsorisés. Si une marque me dit est-ce que tu pourrais tester ce smartphone ou je ne sais quoi, ou cette machine à gâteau dans ta vidéo et en faire une vidéo dédiée, je dis non, tout simplement parce que ça remettrait en cause tous les tests que j'ai fait précédemment. Et les gens se poseraient des questions sur mon intégrité. Parce que je tiens à garder mon image et surtout voilà, être honnête avec les gens. Donc je ne fais pas de tests sponsorisés. Oui, parce que non, mais j'allais dire, même si tu le fais de manière transparente et que tu éduques entre guillemets la marque en lui disant que il est possible que le test ne soit pas forcément en sa faveur, ça fonctionnerait pas non plus. Non, parce que ça crée le doute chez l'audience. Donc j'ai préféré être radical, quitte à me couper d'une partie des revenus qui pourraient être générés par ça. Et comment je procède du coup pour intégrer cette machine, par exemple pour faire des gâteaux, c'est que je l'intègre à un crash test pour faire où je teste une des recettes insolites dont on parlait précédemment. Ce qui fait que j'utilise la machine pour réaliser la recette. Ça peut être aussi, je sais pas, c'est un placement de produit. Ouais, c'est un placement de produit. Je reste factuel, je ne teste pas le produit. Je dis juste, il peut faire ça, peut faire ci. Je l'utilise dans la vidéo pour montrer que bon, voilà, j'ai fait la recette avec. Les gens voient très bien tout de suite si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. En général, je fais pas de partenariat avec des trucs où je sais que ça va pas fonctionner. J'essaie de travailler avec des marques reconnues et pas des trucs qui sortent de nulle part. Et voilà, je reste factuel. Donc c'est pour le coup vraiment un placement de produit classique avec ma patte et qui s'intègre parfaitement dans mon contenu et qui permet aux gens de découvrir des produits qu'ils pourraient utiliser pour réaliser les recettes que je teste. Donc il y a du sponsoring, il y a du placement de produits. Là, comme ça, l'idée qui me vient, c'est que tu dois peut-être faire aussi de l'affiliation, j'imagine, des liens d'achat. Il y a effectivement de l'affiliation avec des plateformes d'e-commerce, comme Amazon pour ne pas les citer, et non pas avec les marques en direct. À chaque fois qu'une marque me propose un lien d'affiliation, même après avoir testé leur produit et que je l'ai validé, il y a parfois des marques qui viennent me dire « Ah, merci d'avoir testé notre produit en vidéo. Est-ce que ça te dirait qu'on te donne un code promo ou un lien d'affiliation pour tes abonnés ?» Et en général, là même s'il y a une plus-value pour mes abonnés, je dis non parce que ça pourrait flouter encore une fois, dire les gens qui vont voir un lien d'affiliation pour cette marque, ils vont se dire bon j'ai une relation commerciale avec eux. Donc ça mais tu mets un lien Amazon quand même. Mais je mets un lien Amazon parce que Amazon, multimarque, c'est une plateforme. Voilà, c'est indépendant. Je n'ai aucun Amazon s'en fiche si je dis du bien ou pas des produits que je présente. Il y a pas de, je suis pas biaisé et après. En général, quand j'aime pas un produit, bon, je le mets quand même. Il y a des gens qui l'achètent parce que même si moi ça me convient pas et si j'y vois des défauts, peut-être que pour d'autres personnes, voilà, ça peut les intéresser. Et je touche quand même des revenus là-dessus, mais c'est pour ça que ça m'empêche pas non plus d'être négatif à leur sujet. Et parfois, je présente aussi, je donne des liens d'affiliation, d'alternatives que j'ai déjà aussi testés et qui fonctionnent. Tes liens d'affil, tu les mets dans tes textes descriptifs des vidéos. C'est quoi aujourd'hui ça représente quoi dans ton chiffre d'affaires? Pas forcément, si tu veux nous donner le montant, welcome, mais sinon peut-être en pourcentage. En pourcentage, l'affiliation, honnêtement, ce serait en dessous de 10%. C'est vraiment, c'est pas le cœur de mon métier, non. C'est vraiment la publicité pure et dure qui me rémunère le plus à l'heure actuelle. Je dirais que l'affiliation, ça va de pair, c'est au même niveau que les droits d'auteur, puisque je touche aussi des droits d'auteur, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé, mais maintenant, la SACD, la SCAM notamment, propose aux créateurs qui sont aussi des artistes et qui créent du contenu original de percevoir et de toucher des droits d'auteur comme peuvent recevoir les musiciens, les personnes qui produisent pour la télévision, par exemple. Ça représente... pareil, à peu près un peu moins de 10%.
de mon chiffre d'affaires. Mais Ok. bon, cumulé, voilà. Donc c'est plein de petites choses qui font que à la fin, j'ai tout ça. Il y a aussi eu, comme tu l'as mentionné au début, mon livre. Donc j'ai touché un peu à tout. J'ai aussi fait, effectivement, comme je le précisais précédemment aussi, des chroniques pour Fun Radio. J'ai été animateur pour Tastemade. Voilà, j'ai aussi fait des box DIY. C'est Voilà. intéressant financièrement de sortir un bouquin. Non. Je m'attendais pas à une autre réponse. Non, Non, mais ça sert d'autres objectifs, j'imagine. ça sert d'autres objectifs. Déjà, le principal, c'est que ça apporte quelque chose de physique. En fait, la relation avec les spectateurs sur YouTube, elle est totalement virtuelle. Bien sûr. Et le fait d'avoir un objet physique, ça crée quand même du lien. Ça a été l'occasion pour moi de les rencontrer à travers des séances de dédicaces, de les voir en vrai, et vice-versa aussi. Ça matérialise très clairement une période de ma vie. Donc c'est en ça que c'est utile. Et il y a aussi le côté... ça apporte de la crédibilité, évidemment, d'avoir écrit un livre, qui plus est édité par Hachette. C'est pas mal. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour l'argent. Disons que le rapport temps investi, retour sur investissement, à moins d'être Lena Situation ou Angel Phoenix et de vendre 200 000 exemplaires, c'est pas... ou Fabien Olicard qui se débrouille aussi pas mal. Ouais, puis il en sort beaucoup. Lui. Voilà. Il faut vraiment le faire très sérieusement et très régulièrement, à mon avis, pour que ce soit une source de revenus fiable et sur le long terme. Tu nous parles de ton dernier projet, Soulico, qui est une sorte de SaaS, un CRM, c'est ça, pour les agences de gestion de talent, c'est ça? Allez, tu as quelques minutes pour nous le pitcher. Effectivement. Alors, comme j'ai pu le décrire au cours de cet entretien avec toi, créateur de contenu, ça a beaucoup évolué. Au départ, c'était pas du tout professionnel. Il n'y avait pas la monétisation quand on a commencé sur YouTube. En tout cas, à mon époque, vers 2011, ça commençait tout juste. On était uniquement sur une plateforme. Ça, c'était le début. Sont arrivés Instagram, Twitch et compagnie. Maintenant, en tant que créateur, il faut être sur 50 plateformes parce que on a bien remarqué que les plateformes changeaient constamment leur algorithme. Et donc, si tu mets tous tes œufs dans le même panier, c'est pas du tout safe en tant que créateur. C'est-à-dire que tu peux perdre ton audience parce que tu peux être blacklisté, enfin shadowban comme on dit. Tu peux avoir un algorithme qui change, du coup, ton format de vidéo ne correspond plus du tout à ce qui est recherché et attendu par la plateforme, ou alors ton audience se désintéresse parce qu'il y a des nouveaux formats qui arrivent tout le temps. Donc c'est important comme créateur d'être présent sur Instagram, TikTok, Twitch, etc., etc. Et les nouvelles plateformes qui arrivent, comme par exemple Threads, si elles persistent et continuent. À côté de ça, ça s'est également multiplié en termes d'administratif, de commercial. Donc il y a de plus en plus de partenariats, de sollicitations, de projets, mais aussi beaucoup de règles, de paperasse à faire. Voilà, le créateur de contenu, c'est une personne qui doit savoir et connaître beaucoup de métiers différents à la fois. Il est réalisateur, il est monteur, il est... community manager, il doit faire la compta, enfin voilà, comme un chef d'entreprise, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, au bout d'un moment, on se sent forcément submergé, sans compter, bien évidemment, on ne l'a pas abordé, mais toute la pression des réseaux, de la communauté, il peut y avoir voilà, beaucoup de commentaires négatifs. C'est pas toujours facile d'être exposé sur Internet. Donc, ça fait beaucoup de choses. La charge mentale, on va dire, est assez importante. Donc pour ça, les agences de talent ont commencé à apparaître, les MCN, les agents indépendants, pour nous aider sur la partie artistique, nous accompagner dans notre carrière et sur la partie commerciale. Mais même chose, avec la professionnalisation du secteur, le développement du marché de la creator economy, ces agences commencent elles aussi à être submergées parce qu'elles ont de plus en plus de talents, de plus en plus de marques, de formats différents à gérer, de plateformes à gérer. Il faut récupérer les statistiques des créateurs toutes les semaines pour faire des kits médias qui sont à jour, les envoyer aux marques. Les marques, quand elles ont fait une campagne avec les créateurs, elles ont besoin tout de suite des statistiques, mais les créateurs sont occupés. Donc les agences doivent courir après les créateurs pour obtenir des captures d'écran de Instagram, etc., qui ne proposent pas forcément de solutions pour les envoyer facilement. Donc, je me suis dit, en utilisant mon expérience personnelle et en rencontrant mon associé Hugo, qui voulait faire une plateforme pour mettre en relation les créateurs avec les marques,
c'est bien, mais ça existe déjà. Donc, il a fait un appel à projet, il voulait faire ce projet-là. Je l'ai contacté, on a discuté ensemble, je lui ai dit, il n'y a pas besoin de mettre les marques en relation avec les créateurs, il y a déjà les agences qui le font, il y a des plateformes comme Influence for You, etc. Elles le font très bien. Pas besoin d'en sortir une énième. Ce qu'ont besoin les créateurs et les agents à l'heure actuelle, c'est un outil qui va leur permettre de se décharger de toutes ces tâches répétitives qui n'ont aucune valeur ajoutée dans leur activité et qui leur prennent énormément de temps, alors que les créateurs pourraient se focaliser sur la partie créative et les agents sur la partie commerciale. Donc, on a créé Sulico. Le nom vient de Subscribe, Like, Comment, ce qui est le point commun de tous les créateurs dans le monde entier. C'est ce qu'on dit tous, quel que soit notre format, qu'on fasse des podcasts, des vidéos sur YouTube ou TikTok. On a créé cette application qui est effectivement un CRM qui permet aux agents et aux créateurs de regrouper tous leurs mails. Donc, il faut se dire qu'un agent qui a 20 talents, c'est au minimum 21 boîtes mail à gérer. Et il faut switcher d'une boîte à une autre, sans compter les collaborateurs, etc. Donc, on permet à ces agents et à ces créateurs de se retrouver sur une plateforme où tous leurs mails sont centralisés, où ils peuvent discuter entre eux des opportunités. Donc, il n'y a pas besoin de passer ensuite par WhatsApp pour dire à l'agent qui demande à son créateur est-ce que cette offre t'intéresse, est-ce que tu es disponible telle date pour le tournage ou pas. Tout se fait au même endroit. Et on a créé des outils d'automatisation pour justement récupérer, par exemple, les statistiques de tous les réseaux sociaux du créateur en quelques secondes seulement et pouvoir envoyer ces documents aux marques, aux clients hyper facilement et donc éviter de perdre des prospects. Et donc notre objectif, c'est d'être, on va dire, l'outil de référence qui permet aux créateurs, qu'ils soient indépendants, qu'ils débutent, jusqu'à la grosse agence qui représente les top créateurs en France ou dans le monde, de pouvoir gérer leur business efficacement et le développer avec le moins de friction possible. Et alors, bravo, c'est une super idée, effectivement. Moi, en tant que créateur de fondateur d'Orso Media, on a une vingtaine de podcasteurs à gérer. Je me retrouve dans les pain points que tu listais. J'imagine que vous avez un marché international qui est en expansion, dans le viseur, parce que même si en France, il y a beaucoup de créateurs, j'imagine que pour atteindre une masse critique de clients, il faut regarder tout de suite ce qui se passe en dehors de l'Hexagone. Oui, tout à fait. C'est un produit, de toute façon, c'est un SaaS. Donc, par définition, une fois que l'outil qui est actuellement en bêta sera terminé, on sait qu'on pourra très facilement attaquer les autres marchés, d'autant plus que nos clients, eux aussi, commencent à s'internationaliser. C'est-à-dire qu'il y a des agences en France, donc c'est le marché qu'on a attaqué en premier, évidemment, puisqu'on est français, et c'est celui que je connais le mieux de par... Et breton avant tout. Et voilà. Mais les agences françaises commencent aussi à s'internationaliser, à commencer à ouvrir des bureaux dans d'autres pays. Donc, on sait qu'on aura aussi déjà, entre guillemets, le pied dans la porte, de par nos clients déjà existants. Très cool. Si je suis une agence, comment je fais pour tester ? Sulico.net, et il suffit de réserver une démo sur le site. Pour l'instant, on est en bêta fermée, donc c'est sur invitation, mais il suffit de nous contacter et on vous ouvre la porte avec plaisir. Bon, très cool. Je pense qu'on va tester nous aussi. On a déjà parlé de cette solution il y a quelques semaines. Si on revient à Alexandre Calvez, le YouTuber, tu as des projets cool là, qui arrivent dans les prochaines semaines. Alors je sais que tu es venu ici avec ton matos de tournage parce que tu pars en reportage. On va pas dire pourquoi, parce qu'on va laisser la surprise à tes téléspectateurs, tes spectateurs. Tu as des choses dans les tuyaux que tu as envie de nous partager ? Oui, alors... J'ai fait pendant 7 ans une vidéo tous les dimanches à 19h. Il y a quelques semaines, j'ai décidé de ralentir le pas. Donc, d'une part parce que j'ai aussi Sulico maintenant qui commence à bien marcher, à bien émerger et qui vient d'être commercialisé. Donc, évidemment, en tant que cofondateur, ça me prend beaucoup de temps et il faut que je m'y investisse et c'est mon souhait parce que... j'ai toujours aimé créer l'entrepreneuriat, j'ai commencé par ça et je pense que je vais continuer aussi par ça. Donc ça, c'est une chose, mais c'est aussi parce que j'ai envie de faire moins mais mieux. Donc je vais faire moins de contenu à partir de maintenant, mais je vais partir sur des reportages de qualité. L'idée étant de montrer, encore une fois, les coulisses de notre quotidien, donc de la fabrication des produits qu'on consomme. Donc ça peut être typiquement...
du chocolat ou jusqu'aux éoliennes, voilà, ou alors des startups qui ont des produits innovants qui passent à la télévision, mais on ne sait pas trop comment c'est fabriqué derrière. Donc j'ai envie de mettre en avant le savoir-faire français, notamment, de montrer qu'on a des choses encore à produire et qu'on a des idées en France. Donc j'ai envie de mettre ça en avant et par la même occasion donc, de faire des formats plus longs, effectivement, et de me mettre un peu plus en retrait, c'est-à-dire que j'ai envie de mettre en avant d'autres personnes que moi. Donc c'est ce sur que ta chaîne. Voilà, c'est ce que je fais sur TikTok. Dans 95% de mes contenus TikTok, il n'y a que ma voix. On ne me voit pas. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Ça m'arrange parce que je vis assez difficilement la notoriété. Enfin, c'est pas quelque chose que je recherche spécialement. J'ai du mal. Ça me crée plus de stress qu'autre chose. Et donc le fait mais j'aime créer, donc je peux pas m'en séparer quand même, ça va avec, on va dire. Donc l'idée, voilà, c'est de mettre en avant des gens et ce qu'ils font, comme tu le fais ici, justement. Et ben on va suivre ça de très très près. Merci beaucoup Alexandre pour cette heure passée ensemble, c'était très chouette. Bravo encore pour tout ce que tu fais depuis 2011. Tes vidéos sont vraiment très très cool. J'invite tous ceux qui nous écoutent à foncer voir tes vidéos, s'abonner aussi à ta chaîne, et puis on a hâte de découvrir tout ce dont tu viens de nous parler. Merci. Merci Christopher. Salut Alexandre. Ciao ciao.